Alors, quel impact sur l'activité juste après les annonces du président de la République d'hier soir? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. On se dit que ce serrage de vis, ce tour de vis sanitaire annoncé par le président hier soir, c'est pas de nature, il faut le dire quand même, c'est pas de nature à faire plonger la croissance. Mais comme il y a comme des questions qui se posent aujourd'hui, on n'aura pas l'arrêt brutal du mois de mars dernier, mais c'est un coup de frein quand même à cette reprise. Ah bah c'est quand même un sacré coup de frein, oui. Alors il y a l'assureur crédit L'Heure Hermès qui a essayé d'estimer un petit peu l'impact sur l'activité qui pourrait y avoir. Et ils estiment que au mois d'avril, il va y avoir une baisse d'activité de 10% par rapport au niveau qui avait été atteint avant la pandémie fin 2019. Donc 10%, c'est quand même non négligeable. Ils estiment par comparaison que c'était 5,6% en mars 2021, donc par rapport au mois dernier. Moins 8% en novembre, donc ça veut dire que ces nouvelles mesures de restriction sanitaire auraient plus d'impact qu'au moment du second confinement ou de la seconde phase des mesures un petit peu fortes de restriction sanitaire. Et évidemment beaucoup moins qu'au mois d'avril 2020 lors du premier confinement, puisque à l'époque, la chute de l'économie avait atteint 30%. Donc ça serait à peu près On parle de aujourd'hui, décroissance, ce mois-ci, un tiers Ah, de la perte subie au mois d'avril 2020 l'année dernière. ok, donc ça veut dire on parle sur un mois. Est-ce que sur le trimestre, sur le deuxième trimestre, il faut s'attendre pour le coup à une croissance négative, à une chute du PIB? Alors oui, normalement, ces mesures auront un impact négatif Non, mais au final, sur l'ensemble du trimestre. oui, 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 Non, parce que quand on sur regardait les l'ensemble prévisions du. de l'INSEE, l'INSEE nous disait en gros, on faisait du 0 plus, 0 ou 1 sur les deux premiers trimestres. Et même avec ce qu'on appelle l'acquis de croissance, même si on faisait 0 sur la fin de l'année, du fait du rebond, eh ben, on arrivait à 5 ou 6 de croissance. Est-ce que Mhm, tout ça est mhm. remis en cause? Alors, par rapport à ces prévisions ou par rapport à ce qui était anticipé antérieurement, la croissance sur le trimestre devrait être plus faible de 1,5%, de chuter de 1,5% à cause des mesures de restriction. Donc ça veut dire notamment un point pour la fermeture des écoles parce que ça empêche les gens d'aller travailler. Hein. Ils vont devoir garder leurs enfants à la maison, même parfois ceux qui sont en télétravail parce que c'est pas facile de télétravailler avec des enfants. Et puis la fermeture des commerces non essentiels dans toute la France Qu'est-ce qui pèse le plus négativement entre entraîner les écoles une baisse fermées justement et les commerces? les commerces, c'est 0,5 points de croissance en moins par rapport à ce qui était prévu. Du coup, pour l'ensemble de l'année, ça serait un impact assez restreint puisque les économistes estiment que ce genre de mesure ce genre de baisse d'activité peut être rattrapé les mois suivants quand on rouvre les commerces notamment, où les entreprises peuvent produire un peu plus une fois que leurs salariés seront revenus sur leur lieu de travail. Donc, par exemple, Réouverture mi-mai, nous dit le voilà. président, a Voilà, priori. si jamais, effectivement, ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron est respecté, c'est-à-dire qu'on se sort de ces mesures de restriction à partir de mi-mai, enfin, a priori, même avant mi-mai, début mai, les mesures de restriction devraient commencer à être levées, en tout cas pour la fermeture des écoles. Donc, ça veut dire que si c'est le cas, si la vaccination progresse bien, on pourrait rattraper une partie de la perte d'activité. Et donc, par exemple, L'Heure Hermès, ils gardent leur prévision de croissance inchangée pour 2021. Ah, Ils estiment qu'elle sera à peu près de 5,4%. Donc, c'est pas extrêmement loin de ce que Bercy a programmé pour construire son les budget, fameux qui est à peu 6%. prend de plus Les fameux 6%. 6% Voilà. hein, que défend Ouais. d'ailleurs toujours Bruno Le Maire et le gouvernement, hein. Voilà, parce que en fait, le niveau d'activité fin 2020 n'était pas si mauvais qu'attendu, et donc on part sur des bonnes bases. On est parti sur des bonnes bases en 2021, et alors le problème, c'est de savoir à quel point là ça va chuter et à quel point ça va impacter le reste de l'année. Et comme on est parti sur des bonnes bases, le 6%, comme vous disiez, l'INSEE prévoyait un acquis de croissance assez élevé à la fin du deuxième trimestre. Et donc 6%,
ça devient plus difficile à atteindre, mais ce n'est pas complètement délirant. Ouais, donc on ne tire pas un trait dessus. C'est fou parce qu'on se dit qu'avec ce nouveau reconfinement, enfin encore une fois, troisième version, on aurait pu imaginer pour le coup que ce rebond de 6% serait non pas caduque, mais en tout cas largement fragilisé. En fait, finalement, tout se joue sur la réouverture derrière. Il faut que la réouverture se fasse réellement. Bien sûr, tout se joue sur la réouverture. On repousse dans le temps la reprise. Bien sûr, il faut que cette reprise soit assez rapide et que les mesures de restriction ne soient pas prolongées. Ça reste à prouver. Il faut que la vaccination avance correctement. On peut espérer aussi une réouverture de certains lieux culturels, de certaines terrasses de restaurants, peut-être à partir de mi-mai, ou en tout cas très prudemment à partir de mi-mai. C'est ce que le président a évoqué, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle pour l'activité économique. Donc il va falloir voir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces 6% de croissance, on a l'impression que c'est énorme et que c'est beaucoup. En fait, c'est juste un effet rattrapage de ce qui a été perdu l'année dernière, avec une croissance très très impactée, à une croissance négative de plus de 8%. Donc il y a un effet mécanique de rebond, mais la France restera très largement en dessous du niveau de PIB atteint en 2019, même avec une croissance de 6% à la fin de l'année. On retrouverait ce niveau, d'après le FMI, pas avant fin 2022. Voilà, alors bon, c'est peut-être un peu pessimiste, je ne sais plus si c'était d'ailleurs dans le détail la prévision pour la France, mais en tout cas, effectivement, de plus en plus d'économistes estiment que ce ne sera pas avant fin 2022 pour la zone euro, mais en France, on pourrait espérer que ça soit avant, peut-être au deuxième trimestre 2022, mais c'est ça qu'il faut regarder, plus que des chiffres de croissance annuelle qui sont devenus un petit peu artificiels à cause de ce qui s'est passé, d'énormes mouvements sur 2020 et du coup par ricochet sur 2021. Marc, je reviens sur ce deuxième trimestre qui sera donc un mauvais deuxième trimestre. Fermeture des écoles, ça coûte 1 point de croissance. La fermeture de 150 000 commerces à travers la France, 0,5, donc ça nous retire 1,5 point de croissance, mais est-ce qu'on sera au final en négatif? Probablement. Alors j'avoue que j'ai pas regardé le détail de la précédente prévision de croissance pour le trimestre, mais comme on ne devait pas être très haut, forcément on sera à un niveau assez bas, à mon avis. Ouais. Voilà, mais je crois que ça sera assez négatif puisque la croissance du deuxième trimestre devait être, je crois, assez faible. Donc on pourrait être en négatif, effectivement. Mais le gouvernement a prévu des mesures pour accommoder tout cela. J'y viens. Les aides aux entreprises sont revues à la hausse ce matin par Bercy. On parle de 11 milliards d'euros par mois. Jusqu'ici, d'ailleurs, Bercy prévoyait 32 milliards d'euros contre, je crois, 47 en 2020 pour l'ensemble des mesures sur 2021. Donc la facture, évidemment, sera plus élevée. Les montants qui sont mis en jeu là sur la table sont conséquents? Oui, c'est assez conséquent. 11 milliards par mois, c'est quand même beaucoup. Enfin, sur le mois d'avril, pour le coup. Oui, par mois, effectivement, par mois où les restrictions resteraient comme celles que ce qui vient d'être annoncé. Donc ça peut être conséquent, évidemment, si c'est cantonné à un seul mois, ça va. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux dépenser beaucoup, indemniser les pertes, plutôt que d'essayer de mégoter sur les milliards, ce qui risquerait de faire s'effondrer le tissu productif français. Il vaut mieux maintenir, maintenant qu'on a mis beaucoup d'argent pour maintenir en vie énormément de commerces, les hôtels, les restaurants, etc., il vaut mieux continuer. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on indemnise suffisamment les pertes pour éviter une vague de faillite après la réouverture de l'activité et au moment où il faudra rembourser les fameux prêts garantis par l'État. Pour l'instant, les économistes estiment qu'il n'y aura pas de grosse vague de faillite par rapport à... Évidemment, il y aura un rebond par rapport à l'année dernière où les faillites étaient à 40% moins élevées qu'une année habituelle. Donc c'était exceptionnel. On voit l'ampleur des mesures prises par l'État pour accommoder la crise. Donc il y aura forcément un petit rebond, mais a priori, comme les PGE peuvent être remboursés, les prêts garantis par l'État peuvent être remboursés sur plusieurs années, l'augmentation des faillites devrait être étalée dans le temps, mais la question c'est est-ce que ces prêts garantis par l'État, qui étaient conçus pour une période de confinement, pour permettre d'assurer la liquidité pendant 3 mois, est-ce qu'ils vont suffire
désormais avec des mesures de confinement ou en tout cas de restrictions sanitaires qui se multiplient. Ouais. Et dont on ne sait pas si vraiment elles vont s'arrêter fin avril et si la vaccination va permettre de tout réouvrir. Donc la question, c'est est-ce qu'il ne faudra pas allonger les périodes de remboursement si ce genre de périodes se multiplient. C'est pour ça que les aides d'indemnisation des pertes, les aides d'État qui permettent d'indemniser les pertes sont extrêmement importantes. Il y a beaucoup de restaurants, par exemple, qui ont droit à 10 000 € d'indemnisation s'ils ont réalisé 10 000 € de chiffre d'affaires sur l'année de référence. Et avec ces 10 000 €, ils n'ont pas besoin de payer leurs salariés s'ils sont fermés. Et donc ça veut dire que certains refont un petit peu une partie des pertes qu'ils avaient enregistrées au début, au premier confinement, lorsqu'ils étaient très mal indemnisés, lorsqu'ils n'avaient droit qu'à 1 500 €. Donc les pertes sont quand même beaucoup mieux indemnisées, il faut avoir ça en tête, que lors du premier confinement. L'État fait un effort beaucoup plus important aussi parce que le nombre de secteurs impactés est bien moins important qu'au premier confinement. On avait dit que la baisse d'activité au premier confinement a été de 30%, là elle ne serait plus que de 10% au mois d'avril. Donc l'État a les moyens de compenser beaucoup mieux les pertes des établissements fermés, des commerces fermés en ce moment. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que si l'État prend en charge, si c'est presque 100% des pertes, ça veut dire que ça ne fragilise pas davantage les comptes des entreprises qui sont touchées, même si évidemment ne pas travailler, être obligé de fermer, c'est extrêmement dur psychologiquement, et puis ça pourrait faire changer les habitudes des consommateurs, les faire se tourner vers l'e-commerce, etc. Donc il peut y avoir des problèmes de long terme, mais en tout cas l'État indemnise beaucoup mieux qu'en 2020 lors du premier confinement. Il nous reste 30 secondes juste, Marc, pour parler des parents, celles et ceux qui ne pourront pas télétravailler. Ils seront donc, soit ils se mettent en congé, soit ils sont pour le coup en chômage partiel pour s'occuper des enfants, notamment on pense évidemment aux femmes. On sait combien est-ce qu'ils vont toucher pour le coup ces salariés qui seront au chômage partiel? Oui, alors ils auront effectivement droit au chômage partiel à 84% du SMIC, net, 84% pardon, de leur salaire, avec un plancher à 100% du SMIC, c'est-à-dire que les salariés au SMIC toucheront 100% de leur salaire net, avec zéro reste à charge pour les employeurs. Donc ça devrait les inciter à accepter, de dire ok, tu as des enfants à charge, je comprends que ça soit compliqué, effectivement, on est obligé de te passer en chômage partiel, même si cette salariée ou ce salarié serait très important pour l'entreprise. Donc le ministère du Travail a l'air de dire que l'employeur, on ne peut pas le forcer à accepter. Donc c'est pour ça qu'ils ont passé le reste à charge à zéro, pour inciter les employeurs à bien accepter que les salariés puissent passer en chômage partiel, même quand ils peuvent télétravailler, parce que gérer des enfants pendant qu'on télétravaille, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il va falloir voir si certains salariés qui avaient pris des vacances, qui avaient prévu de prendre leurs vacances, qui ne peuvent plus partir en vacances, ont le droit de dire moi j'annule mes vacances et je préfère être mis au chômage partiel puisque je ne peux pas télétravailler puisque je dois m'occuper de mes enfants. Est-ce que ça sera pris en charge? Est-ce que les employeurs vont accepter que ces gens-là puissent annuler leurs vacances et donc les mettre en chômage partiel? Évidemment, du point de vue de l'employeur, il vaudrait mieux qu'ils épuisent leurs vacances pendant cette période. Et du point de vue des salariés, évidemment, ils préféreraient prendre des vacances plus tard. Donc ça va être une négociation. C'est encore, il y a une vidéoconférence au ministère du Travail cet après-midi, en début d'après-midi, pour discuter de ce sujet. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Merci David. Bye. Bonne journée.